Donc je suis Henri Higuet, je suis né en 1951, et donc vous voyez, faites l'addition, 69 ans. Dans ma vie professionnelle, j'ai été dans un genre, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, instituteur pendant 20 ans, à la campagne puis à la ville. Et ensuite, là aussi j'y reviendrai parce que le judo il est pour quelque chose. Aujourd'hui, consultant, formateur, enfin, je suis dans la formation professionnelle et je continue actuellement à travailler. Voilà, sinon j'habite ici à Salzadour, donc près de Tarbes, et j'ai un pied-à-terre professionnel à Paris. Alors comment je suis arrivé au judo? Ben, j'ai retrouvé la photo de la classe de 6e au CES de C, année scolaire en 1961-1962. Et sur cette photo, eh bien, il y a Jean-Luc Loncan. Jean-Luc Loncan, je crois que vous avez interviewé le père récemment, et il était à cette époque-là le professeur j'ai du mal à citer le club quand j'y suis rentré parce que je ne sais plus si c'était les Cigognes ou le Stadeau. Moi j'ai toujours appelé ça le Stadeau puisque donc j'avais 10 ans. Vous voyez les années, on va parler des fois par 10. Je suis né en 51, c'était en 61, donc à 10 ans je suis rentré, j'étais en 6e avec un peu d'avance, je suis rentré parce que j'étais copain avec Jean-Luc. Jean-Luc Loncan, que j'ai de temps en temps au téléphone, qui aujourd'hui vit au Canada. Et donc, il m'a amené au judo. Et il y avait également Christian Méride, qui a été un athlète, qui a été deuxième au championnat d'Europe de judo, et qui avait été champion de France avec Monsieur Loncan. Et c'est amusant, lorsque j'ai vu que vous alliez parler, enfin que vous alliez interviewer, je dis Monsieur Loncan, et j'ai toujours dit Monsieur Loncan. Toujours. Et c'est assez amusant parce que quand je rencontre d'autres anciens du même âge, par exemple Louis Combe, je dis Louis Combe et je le tutoie. Quand je vois Jean Cazaux-de-Bat, je dis Jean Cazaux-de-Bat, je le tutoie. Et je vois qu'à l'inverse, c'est assez important quand on le ramène au judo, c'est que, par exemple, Patrick Lascoumette, il dit, il vous voit, il dit Monsieur Combe et il dit Monsieur Cazaux. C'est-à-dire que ces anciens profs, eh bien voilà, c'est comme ça, il y a une forme, et on n'y peut rien, hein, c'est comme ça, on s'aperçoit que ces profs qui vous ont marqué, eh bien, moi il y a une certaine forme de vénération. Et je dois dire qu'avec Monsieur Loncan, j'insiste sur le monsieur, il y a vraiment une vénération, parce que pour moi, il avait une fibre pour nous motiver qui était absolument exceptionnelle. Je me souviens, parce qu'il faut se souvenir, 61-62, c'était vraiment un peu le début, c'était le début des écoles de judo. Et il nous avait amenés à Bayonne, il nous faisait vraiment plein de trucs, nous tout petits. Il y avait le judo, mais il y avait tout ce qu'il y avait autour, quoi. Et lui, il était un véritable catalyseur. Et moi, je sais qu'il m'a beaucoup apporté, et même techniquement, quoi. Je me souviens, il avait, en judo, il faisait des arigoshi en tournant, mais il faisait arigoshi en tournant à gauche, et hop, après il repartait à droite. On ne savait plus où on était. Il faisait ça à une vitesse. Et je me souviens qu'il avait été les Coréens, Ishiro Abe, qui avaient été des stages qu'il avait suivis, avaient dû lui donner cette idée du judo en mouvement. Parce que c'était vraiment quelqu'un qui, enfin moi, il m'a beaucoup apporté. Et là, mais j'en profite un peu, vraiment, pour lui rendre hommage, quoi. Parce que je rends hommage à ce prof qui, moi, m'a beaucoup marqué, quoi. À la fois par ce côté humain. Et donc voilà, mes premiers pas en judo, c'est avec lui. Donc à partir de 1961, et puis après, bien sûr, à l'intérieur, on passe les ceintures, tout ça et tout. Il était, je me souviens, on avait une carte, il nous faisait faire, quand on était ceinture violette, avant d'être ceinture violette, lui, il interprétait pour les petits la violette comme la noire des petits. Et donc, les ceintures vertes, on avait les cartes et on marquait les points. Exactement comme après, marron, on marque les points pour la noire. Et il nous mettait là une motivation. Je veux dire, tous ceux qui sont passés là, ils ne se sont pas arrêtés à ceinture marron. Hein. Ils ont continué parce qu'il avait il nous transmettait bien la passion, quoi. Moi je me souviens de ça. Alors, c'était au Quai de l'Adour. Au Quai de l'Adour, à côté de la maison Boiry, là. Et alors, le souvenir que j'ai du Quai de l'Adour, c'est qu'il faisait froid l'hiver. Il faisait très froid. Même il y avait un poil, je me souviens, mais pouf, on avait les pieds gelés l'hiver. Ça c'était dur. Hein. Parce
que quand il faisait la même température que dehors. Hein. Et puis là, il faisait froid. Mais bon, apparemment, on m'a jamais coupé les orteils, on n'en est pas mort. Mais c'était, il était à la fois humain, mais il était dur quoi, dans l'entraînement. Et ça nous a bien formés, quoi, ça. Et je me souviens, il y avait cours, sauf le lundi, il y avait cours tous les soirs. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et le dimanche matin, l'école de judo. Aujourd'hui, le dimanche, c'est hors de question qu'il y ait judo. Ah non, non. Il y avait 2 cours à la suite le dimanche. Et moi, je me souviens, il y a une époque où j'y allais tous les jours. Quand je suis devenu un petit adulte, quoi, un grand ado, et je peux dire que les adultes, c'était le mercredi, le vendredi, je crois, quand il y avait Péral, Sourcadet, Baye, des Berthe, Palot, qui étaient tous, bien sûr, des ceintures noires, et qui étaient déjà des hommes et des gaillards. Et puis on faisait les randonnées, c'était en ligne, hein, une ligne, l'autre, on décalait, il allait au bout, et allez, on enfilait, là. Hein. Mais ça, réellement, ça m'a bien formé, quoi. Très, très bien formé. Oui, alors, le phénomène de la ceinture violette, il est venu, je crois, c'est sûr, du développement du judo au niveau des enfants. Il ne faut pas oublier que, d'abord, les couleurs de ceinture, c'est Kawashi qui avait inventé ça, parce que ça correspondait bien à l'esprit français de monter marche après marche, d'avoir régulièrement des petits morceaux de reconnaissance en matière de motivation. Ce qui n'existait pas au Japon, où il y avait simplement blanc, marron et noir. Et on pouvait rester très longtemps au même grade, mais voilà, le français, c'est pas un japonais. L'occidental, il avait besoin de ça. Et donc, il y avait les classiques marches blanc, jaune, orange, verte, bleu, marron et noir. Mais il se trouvait que j'ai conscience d'avoir appartenu à ces premières écoles de judo, c'est-à-dire où il commençait à y avoir des jeunes. Donc à partir du moment où on commençait le judo, comme moi à l'âge de 10 ans, et qu'on était très assidus, parce qu'on n'allait pas au judo 1 heure par semaine. Hein. Les écoles de judo, c'était au minimum 2 fois, des fois 3 fois, on allait à des cours d'adultes, donc on progressait quand même assez vite. D'où des passages de grade. Et les passages de grade faisaient qu'on arrivait très tôt, relativement tôt, ceinture verte, bleue, il ne faut pas oublier, et pour pas stagner à ceinture marron trop tôt, il y a eu donc les enseignants, ils ont instauré cette ceinture violette, ça c'est pas fait partout, et d'ailleurs des fois elle était après la ceinture verte, des fois après la ceinture bleue, ça dépendait, mais je le redis, c'était pédagogiquement, c'était pour moi une ceinture noire des jeunes ados. Et donc ça permettait en matière de motivation de commencer à se friter en compétition. On était content d'être ceinture violette. Et c'était vraiment, moi j'y voyais un peu, je le redis, comme une ceinture noire pour ados. Et ça nous formait bien parce qu'ensuite, bien sûr, hop, on se retrouvait à passer ceinture marron. Et bon, bien sûr, et après parce que vous savez, les âges pour la ceinture noire, ça a beaucoup bougé, hein, ça a beaucoup bougé, et on ne pouvait pas passer ceinture noire à 14 ans, à 15 ans, il fallait attendre au minimum, un moment donné c'était 18, donc vous voyez comment on peut rester longtemps avec une ceinture sans avancer, et donc la ceinture violette, elle était là pour ça, pour nous faire progresser, et en attente un peu, c'était une espèce de vivier, la ceinture violette. Mais cela dit, je le vois bien. Hein. J'ai eu, après étant dirigeant, j'ai vu les pyramides des âges de la fédération de judo. On voit bien que c'est dans ces années-là, donc à partir de 60, où il y a eu l'accueil des enfants. Beaucoup d'enfants, vous savez bien que le judo n'est pas si vieux que ça, hein, c'est dans l'après-guerre, et donc c'était réservé à des adultes, hein, d'abord des adultes, et puis c'est descendu aux ados, et donc je crois que voilà, c'était à peu près la première promotion, si je puis dire, dans les années 60, des jeunes, quoi. Des jeunes vraiment à partir de 10 ans. Alors, pour poursuivre, après, si je continue sur ma vie de judo, ce qui a été un tournant pour moi, eh bien, c'est que je suis rentré à l'école normale d'instituteur. Et là, il y a quand même une rupture. Une rupture, pourquoi ? Eh bien, parce que déjà, je ne peux plus m'entraîner. Je suis interne. Et donc, le judo, c'est, quand je rentre, parce qu'on ne rentrait pas tous les week-ends, c'est le samedi, le dimanche, et je sais que ça me manquait, mais on ne pouvait pas faire autrement. Et si je dis que c'est un virage, c'est qu'il y a une frustration un peu, c'est qu'avant,
ben, on le voit sur un peu comme tous les gamins, hein, quand on va à l'entraînement régulièrement, il y en a des petites médailles, quoi, les médailles au championnat des 3B, au judo kwai, etc. Donc j'ai dans une boîte, je vais avoir toutes mes petites médailles, quand j'étais benjamin, minime, tout ça, c'est un peu normal, quoi. Et c'est, quand on s'entraîne tout le temps, ça va, quoi, comme, je veux dire, tous ceux qui ont mon âge à peu près, qui ont fait du judo, être dans les 2-3 meilleurs de son département, c'est normal. Ça coule de source. Et même champion départemental, des places en ligue, bon, ok. Mais ce qu'il y a, c'est que là, c'est un peu, alors je vis ça, c'est un peu, ça m'étonne de dire ça devant une caméra, mais il y a eu comme une légère frustration, parce que je me rendais compte que c'était au moment où je commençais à être à peu près, j'avais un bon petit niveau. Puisque là, sans entraînement, sans aucun entraînement, j'étais champion de l'académie en judo. Bon, c'était pour toute l'académie de Toulouse, en scolaire. Et au championnat de France, j'étais deuxième. Et ça m'a frustré. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui se serait passé, mais on ne refait pas l'histoire, si je m'étais entraîné régulièrement. Le petit truc qui m'a manqué, là, quand je perds en décision, en finale, au championnat de France, qu'est-ce qui m'a manqué? Si je m'étais entraîné régulièrement, presque tous les jours. Et peut-être que ça aurait eu une bascule, peut-être de ma vie sportive. Pour l'anecdote, et je crois que tous les judokas peuvent dire ça, c'est que je me souviens à ces championnats, par exemple, avoir battu un judoka qui s'appelait Barako, et qui l'année suivante a été champion d'Europe. Et ça, dans ma tête, mais des fois j'y pense, même à 69 ans, j'y pense, je me dis tiens, voilà, tu l'as battu. Mais tous les judokas, un jour, ont battu quelqu'un qui a été champion. Donc il n'y a pas photo, je reste très modeste par rapport à ça. Hein. Mais ça titille un peu, quoi. Voilà. Alors, après, c'est vrai que ce passage à l'école normale a fait qu'il y a un peu tout qui a changé. J'ai eu mes copains du judo, mis à part un ou deux, c'était plutôt mes copains de l'école normale. Et aussi, j'avais fait un peu d'école de rugby ici, mais à l'école normale, il y avait une très bonne équipe de rugby. Le rugby était vraiment, il y avait j'ai joué avec des gens qui jouaient en national, quoi, avec l'équipe de l'école normale. Et donc j'ai branché sur le rugby. Comme je courais assez vite, ben, je jouais 3 carrels. Et à la fin de l'école normale, là il y a un tournant aussi. Et quand je disais, tout à l'heure, je disais que ça allait de 10 en 10, 51, naissance, 61 le judo, 71, et bien 71, je sors de l'école normale, je suis instituteur. Et là, on était 5-6 copains, on ne voulait pas se quitter, et on a donc tous signé au même club de rugby. On a signé à Trie-sur-Baïse. Et on a donc tous joué à Trie-sur-Baïse, comme ça on se voyait. On pouvait continuer à, j'allais dire les bêtises, un peu quand même aussi. Mais à Trie, il y a un club de judo qui venait de se créer, sous la houlette de Gabi Villeneuve, qui était un dirigeant cheville ouvrière de plein de clubs, et de Pierre Weiss, qui avait été au Stadeau, qui était chirurgien dentiste à Trie. Alors vous pensez bien qu'ils m'ont vite récupéré pour me dire, oups là, l'instituteur, j'étais à l'époque ceinture marron, c'est bien, allez, tu viens au club. Et donc j'ai quitté le Stadeau, qui est toujours resté mon club de cœur, mais pour être à Trie-sur-Baïse en tant qu'enseignant. J'étais certes ceinture marron, mais à l'époque, j'ai pas l'année tout à fait exactement de l'arrivée de Louis Combes à Tarbes, et où il a mis en place les formations. À l'époque, avant les brevets d'État, c'était animateur, moniteur, professeur, les 3 niveaux. Et bien sûr, j'ai passé mon diplôme de moniteur de judo dans la foulée, qui a eu après une équivalence avec les brevets d'État, tout ça, je crois que vous devez vous en souvenir. Et j'ai également bien sûr passé, j'avais dû glaner des points de ceinture noire quand j'avais 16 ans ou un truc comme ça, et donc là sur 21 ans, à peu près, j'ai passé dans la foulée ma ceinture noire sans problème, et le deuxième dan un peu plus loin. Donc, et après ma vie de judoka, en ce qui concerne l'enseignement, s'est bornée au cours que je faisais à Trie, qui avait aussi une salle décentrée à Miélan. Et donc là, j'ai eu beaucoup école de judo, beaucoup d'enfants, mais dans les zones rurales, ils partent quand malheureusement ils commencent à devenir bons, et donc j'ai pas formé beaucoup de ceintures noires.
Je me souviens, tout à l'heure, on parlait d'un dirigeant qui malheureusement est parti, qui s'appelait Bergès, et le fils de Villeneuve, Michel Villeneuve, puis 3 ou 4 autres. Je dois dire, si j'arrive à 7-8, c'est tout, quoi. Donc je veux rester très modeste en tant qu'enseignant. Par contre, il y en a beaucoup qui me sont passés, je vais dire, dans les pattes, et que je revois de temps en temps, à droite ou à gauche, un peu, vous me direz, comme les anciens élèves que j'ai eu instits. C'est pareil que je revois de temps en temps, et comme ça, ils me reconnaissent, donc ça fait plaisir. Et donc il y a aussi des anciens judokas, des petits qui me reconnaissent aussi, et on discute un peu. Voilà, le boucher sur la place Trie-sur-Baïse, quand j'y vais, je vais le voir, il a fait du judo avec moi, etc., etc., quoi. Donc tout ça, ça fait plaisir. Donc là, il y a un peu la vie d'enseignant, elle est là, quoi, enfin de judoka en tant qu'enseignant. Alors en tant que dirigeant, c'est un peu en parallèle avec la vie d'enseignant, souvent. Alors tout à l'heure je vous disais que M. Loncan était président du comité départemental judo après avoir été mon professeur, et donc bien sûr, lorsque j'étais à Trie, je le côtoyais toujours. Et il était toujours plus ou moins à l'affût des gens qui avaient... Alors, je reste modeste, parce que c'est difficile de dire de gens qui avaient un potentiel, mais je veux dire, oui, j'étais instituteur, enseignant, j'aimais bien organiser des trucs, et donc je suis très vite rentré au comité départemental de judo pour travailler avec le comité, quoi. Et j'y suis rentré jeune. Je me souviens, d'ailleurs, M. Loncan, je me souviens de longues discussions avec lui. Il nous arrivait le mercredi ou jeudi après-midi, quand il n'y avait pas classe, aux Nouvelles Galeries, il travaillait aux Nouvelles Galeries, je devais bavarder, mais une heure et demie de temps avec lui sur le judo. Voilà, on parlait de judo. Parfois, mais je dis bien pendant 1 heure, voire 2 heures de temps. Longtemps sur qu'est-ce qu'il faut faire là, qu'est-ce qu'il faut faire là. Et il y a eu un truc qui s'est lié entre nous par rapport à ça. Et il a toujours eu confiance en moi, donc il a vu en moi, c'est toujours délicat de parler de soi, je dis bien un successeur potentiel un peu. Il a toujours vu, et donc bien sûr après les choses se sont faites. Moi j'ai pas voulu, tout d'abord, j'avais pas voulu, j'étais impliqué, je faisais d'autres choses ailleurs, quoi. Et donc j'avais pas voulu de suite prendre la présidence, j'étais jeune en plus. Et c'est Georges Soulet, donc de la Barthe-de-Ness, qui était au comité avec nous, qui avait pris la présidence. Mais j'avais trouvé un truc, parce que j'avais envie de faire des choses, quoi, sans être président. C'est que c'est créé à ce moment-là, et je crois pas que vous en avez parlé dans les précédentes interviews, le collège Ceinture Noire. Le collège des Ceintures Noires s'est créé au niveau national, puis au niveau régional, puis au niveau départemental. Comme son nom l'indique, le comité des Ceintures Noires fédérait les Ceintures Noires du département. Je me souviens, on tournait aux alentours d'une centaine. Et ça, c'était bien le comité des Ceintures Noires. Pourquoi ? Je veux dire, parce que c'était un peu l'auberge espagnole. L'auberge espagnole, c'est quoi ? C'est qu'on y mange ce qu'on amène. Et donc, il y a des collèges, je sais, en France, qui ne faisaient rien. Mais moi, j'ai trouvé là le biais pour pouvoir y mettre des actions. C'est par exemple avec le collège que j'avais fait venir, mais c'était bien sûr avec le comité, mais que j'avais fait venir, je me souviens, à Bourg, Jean-Luc Rouget, champion du monde de judo, et Brigitte Dédier, championne du monde de judo. Et ils étaient venus, et j'avais trouvé, moi, les fonds, et j'avais fait le nécessaire avec le collège. On marchait main dans la main avec le comité départemental, mais c'était le collège des Ceintures Noires. J'avais pris ça, moi, sous mon organisation à moi. Et ça avait quand même été assez important, puisque 2 champions du monde, 300 ou 400 gosses sur le tatami, au centre aéré de Bourg, ça avait quand même bougé, quoi. Il fallait montrer qu'on existe, quoi. Voilà. Georges Soulet, qui malheureusement n'est plus là, était un bon président administratif, mais peut-être en manque d'idées nouvelles, quoi. Alors il était très, très sympathique, très dévoué, il s'occupait aussi du vélo, tout ça et tout, un bonhomme très dévoué, mais peut-être un peu en dedans par rapport à des idées un peu novatrices, quoi. Donc par rapport à ma vie de dirigeant, donc voilà comment c'est encore une fois, c'est parce que M. Loncan était président du comité que j'avais intégré le comité départemental de judo en tant que membre.
Et à côté, donc je disais que dès que le collège Ceinture Noire a été créé, j'avais pris la présidence du collège afin d'avoir une activité en parallèle avec celle du comité, mais toujours en marchant main dans la main avec le comité, dont le président à l'époque était Georges Soulet. Alors ensuite, il y a à nouveau un autre moment où Claude Lancan, il a été déterminant pour moi. Et c'est amusant parce que dans mes formations, puisque je vous disais tout à l'heure que j'étais formateur aujourd'hui, et d'ailleurs sur ce thème-là, j'en ai une bientôt, sur la délégation. Vous savez ce que c'est la délégation? Et la délégation, eh bien, il y a des délégations réussies et il y a des délégations ratées. Alors, ça va peut-être vous amuser, je disais ça quand mon père était encore en vie, quand je disais, tu sais papa, je parle de toi en stage. Ah bon? Ou qu'est-ce que tu leur racontes? Eh bien, tu sais que quand tu faisais du jardin, moi souvent, tu sais, tu me donnais un peu le sale boulot. Pas beaucoup, mais un peu, quoi. J'enlevais les cailloux, enfin, j'avais rien de très intéressant. J'ai jamais planté un plant de tomates ou des poireaux, avoir mon petit coin, jamais. Et j'ai fait, puis tu sais papa, j'étais déjà ici à Salzadour, j'ai pas de jardin. J'ai jamais aimé le jardin. En riant, je lui fais, t'as réussi plein de trucs, mais la délégation pour le jardin, loupé, je lui fais. Parce que t'as pas su me donner le goût du jardin. Par contre, monsieur Lancan, eh bien un jour, c'était en 1900, je peux le resituer, c'est en 81 par là. Vous voyez, souvenez-vous, 51, 61, 71, 81, ça va de 10 en 10. Il y a au niveau national, la Fédération du judo qui avait créé un groupe pour la formation des dirigeants. Il y avait eu un premier groupe en 80 de réflexion, et en 81, il y a un deuxième groupe qui se créait. Et pour ça, la Fédé avait cherché un peu du sang frais. Et le courrier était arrivé, bien sûr, M. Lancan l'avait eu, ils en avaient parlé en région. Et là, il me dit, tu vois, Henri, c'est pour toi ça. Il faut que tu y ailles, c'est pour toi. Et donc, ben, c'est pour moi. Moi, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Mais ça a été le tournant de ma vie professionnelle, ça. Et alors, j'y suis allé. Et je me souviens parce que à l'époque, on montait avec la Palombe bleue. Et je me souviens de cette première réunion à Paris où on montait à Paris, même en état adulte, on monte à Paris, quoi. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, où on y monte 10 fois par an, certains. Là, non. J'avais le pantalon gris, le blazer bleu marine, la chemise bleu ciel et la cravate du comité, comme il faut, pour aller à la réunion. Hein. C'était du sérieux. Hein. Et à cette réunion, justement, s'est créé le groupe de formation des dirigeants, je dirais le groupe opérationnel, pour lancer la formation des dirigeants du judo pour les 6000 clubs en France. C'était pas n'importe quoi. Et j'ai fait partie de ce groupe national. Et encore une fois, si Claude Lancan il avait mis le courrier sous le coude, eh bien je ne serais pas là aujourd'hui, parce qu'ensuite de ça, j'ai changé de vie professionnelle. Puisque dans cette vie de formateur de dirigeant, comme ça me plaisait, eh bien en plus de mon métier d'instit, j'animais des stages un peu aux quatre coins de France. Je me formais moi-même. Et donc tout ça, ça a été vraiment un tournant. Ici, régionalement, j'avais un groupe avec des dirigeants des Pyrénées-Atlantiques, du Gers, et ça fonctionnait bien. Pas aussi bien qu'on voulait, parce que, eh bien, au niveau régional, le président en place, ça le dérangeait un peu. Parce qu'un président, à l'époque, et je peux vous raconter une anecdote là-dessus, parce que bon, le pauvre, il n'est plus là, c'est le docteur de Bézieux. Et lui, il disait ça, ces formations de dirigeants, c'est fait pour me foutre dehors. C'est-à-dire qu'ils avaient peur que les dirigeants, après, ils en sachent un peu trop, etc., etc. Et l'anecdote, c'est la suivante, c'est que sur un stage de formateur que j'animais, je l'avais invité. Et alors, j'étais un peu manipulateur sur le coup. Je dirais que j'ai eu la chance d'avoir un mal de gorge. On était à Temple-sur-Lot, et là, je suis allé le voir, et bien sûr, il fallait l'appeler docteur. Docteur, j'ai besoin de vous. Ils adorent ça, qu'on ait besoin d'eux. Ah, il m'a pris à part. Il m'a bien sûr fait donner ce qu'il fallait, il m'a soigné, et comme je suis allé sur son terrain, et bien après, ça, sur le coup, c'était un peu, il était sur la fin, lui, en tant que président, mais sur le coup,
comment dirais-je, c'est du judo ça aussi, profiter de la force de l'autre, hein. C'est du randori, hein. Et donc voilà, et j'en ai fait après un défenseur de ma cause, parce que j'étais allé sur son terrain, parce que j'avais échangé avec lui, et que je ne m'étais pas mis au-dessus de lui, et après ça a relativement bien démarré. Donc bon, voilà, c'est une anecdote, mais je me souviens bien de ça, parce que partout en France, c'était un peu ça, quoi. Les gens en place avaient un peu peur de cette formation. Parce qu'évidemment, ça donnait du pouvoir. On savait comment organiser des élections, on savait comment organiser un club, enfin, c'était assez... La formation était costaud, quoi. Et donc, j'ai continué cette formation, j'ai continué, je veux dire, au niveau national, et pour faire très rapide, jusqu'à il y a 2 ans, où le secrétaire général a pensé que maintenant, avec tout ce qui se faisait en informatique, on pouvait se passer des formations en direct. Et donc, pour reprendre, la formation de dirigeant a sans doute été, dans ma vie de judoka, le point fort, quoi. Puisque ensuite, partout, j'ai fait de la formation de dirigeant, et ça à tous les niveaux. Ici, chaque fois que l'occasion se présentait aussi. Le prochain comité, je dirais au prochain président du comité, si tu as besoin de moi, si des dirigeants ont besoin, tu me le dis, je mets en place quelque chose, je me mettrai au service du comité à ce niveau-là. Voilà. Ce que je trouve tout à fait normal quand on a un vécu et je dirais les compétences. Moi, je ne vais pas aller faire le Kime no Kata. Ouais, d'accord, je ne sais pas le faire. D'accord. Donc voilà. Donc je reste dans les domaines de compétences et je crois que le judo c'est un peu ça, quoi, qu'il y ait une espèce d'égrégore, d'amalgame comme ça de différentes compétences pour que ça marche bien. Alors sur le tatami, oui, mais vu mon éloignement avec Tarbes, en étant souvent à Paris et tout, je dois dire que si je prends les dernières années, j'ai pas trop transpiré dans le tatami, je dois le dire franchement. Et puis il y a eu aussi comme tous les, je dirais les gens d'un certain âge, ça craque d'un côté, ça craque de l'autre. Là j'ai une hanche artificielle, enfin une hanche, le haut l'articulation de la hanche, là, le truc classique, en titane, voilà, une prothèse de hanche, avant c'était autre chose. Et je le regrette un peu ça, parce que je vibre toujours, quoi, quand je vois du judo. Mais bon, on ne peut pas avoir été. Alors ce que je peux dire, c'est au niveau du comité, ça a été la création de beaucoup de clubs. En une année, on a été le comité départemental à avoir eu le plus grand fort taux de progression de judoka en une année. Il y a eu 35 judokas en plus. 35% de judokas en plus, je crois que c'est l'année où on est passé de 900 judokas à 1200, voire 1300. Ce qui était conséquent. Et ça a été un peu le résultat de... On ne fait pas ça tout seul. Grand 1, il y avait des professeurs formés à Barbazan. Et qu'est-ce que c'est un club? Un club, c'est quoi? C'est un territoire. C'est un maire qui a peut-être une salle libre. C'est des tatamis. Et c'est un prof. Parce que ça ne sert à rien de dire je vais ouvrir un club si on n'a pas de prof à y mettre. Et là, il y en avait des profs. Donc, c'est ainsi que là, il y avait au niveau de la Fédé, ils prêtaient des tatamis avec les foyers ruraux. Enfin, il y a toujours des options pour trouver des tatamis. Ça se trouve toujours. Et donc, oui, je peux dire, j'ai réussi comme ça à faire à bien faire prendre la mayonnaise, je dirais, avec à la fois les professeurs que formait Louis Combes, avec les aides que donnait la fédération. Et donc, à cette époque-là, et on a inauguré, je peux dire, ça c'est quand même, c'était un moment important, 9 clubs en 3 jours. Avec le président de la fédération de judo, Angelo Parisi, Jean-Luc Rouget. Et on faisait 3 clubs par jour, avec tout ce que ça comporte de fêtes, de repas, d'apéros, enfin je veux dire la convivialité qu'il y avait. Je ne vais pas me souvenir des 9, mais je peux facilement me souvenir je sais qu'il y avait eu Pouillastruc, Sempe, Odos, bien sûr, le Judo Club Tarbais qui était rené, et Luce. Donc tous ces clubs-là, donc on avait fait par région, et on avait inauguré donc
9 clubs en 3 jours, ce qui était assez important pour un petit département comme les Hautes-Pyrénées. Je crois que là, si je peux dire dans mon passage en tant que président, c'est un peu ça, j'ai reboosté, quoi. Voilà. Il y avait le potentiel, il y avait l'enthousiasme, donc voilà, il suffisait de prendre la carte, de voir les territoires qui n'étaient pas trop, je dirais, avec la présence de clubs de judo, et voilà, on l'avait balancé, et donc là, oui, Arreau aussi, je suis en train de me souvenir, le club d'Arreau avait été aussi inauguré à ce moment-là. Donc ça a été un fait important de quand j'étais président. Il y a eu aussi, on en parlait tout à l'heure, un gala de judo qui avait quand même eu une grande importance, parce qu'il s'était fait en 89 avec la venue de Marc Alexandre, champion olympique à Séoul. Et je crois que ça a été au Quai de l'Adour le dernier des grands galas des arts martiaux, avec tous les arts martiaux représentés, quoi. Les Quais de l'Adour étaient pleins, et il y avait eu une très bonne participation de tous les arts martiaux, et puis quand même un champion olympique, ça donne, quoi, hein. Donc ça aussi, je crois que ça a été un moment aussi important, je dirais, de mon mandat. Ensuite, il y a beaucoup d'actions, le développement du judo dans les écoles, enfin, là je veux dire, mais tout ça c'est un peu, je ne vais pas dire anecdotique, mais ça ne représente pas, tout le monde le fait, ça, hein. Donc on disait aussi les venues d'Awazu, qui étaient c'était assez amusant, Shozo Awazu, où il fallait je voulais que pendant les 3 jours, tout le monde puisse, qu'il y ait des parties, il y avait une partie qu'avec les ceintures noires, une partie avec les athlètes de haut niveau, et j'avais été aussi interrogé sur je savais un peu ce qu'il fallait manger, je savais qu'il aimait beaucoup le poisson, mais c'est quelqu'un qui était très carré, et je lui avais envoyé l'emploi du temps, et moi, très déférent par rapport à un maître, j'avais laissé à côté, bien sûr, une grande colonne blanche, en lui demandant d'annoter si ça lui allait ou pas. Je ne me paraissais pas, pour moi, j'allais pas imposer à maître Awazu, vous allez faire ça, ça et ça. C'était pour moi inconcevable. Donc j'avais bien mis proposition d'emploi du temps pour les 3 jours, quoi. Et lui, comme j'étais président, avait la déférence, lui, du président. Il m'avait dit non, très bien comme ça, très bien comme ça, très bien comme ça. Alors ce qui est amusant, c'est qu'anecdotiquement, j'avais mis le dimanche matin, il y avait tous les enfants, je crois que c'était pour 8h30. Et au repas du vendredi soir, les présidents de club viennent me voir et me disent « Tu sais Henri, c'est un peu tôt 8h30, on ne peut pas faire 9h ?» Je lui dis ben « Oui, si tout le monde est d'accord, on fait 9h. » Je vais voir Awazu et je lui explique que tous les présidents m'avaient demandé à ce qu'on fasse 9h. Alors Awazu, il faisait toujours comme ça, avec la tête. Oui, il ressort le papier, il me met là, 8h30, demain, 8h30. Oh, j'essaie de lui expliquer. Oui, mais les présidents, là, 8h30, demain, 8h30. Oui, maître. C'est-à-dire que même si c'est moi qui avais fait l'emploi du temps, c'est comme ça, et c'est comme ça. Et je me souviens, il était à l'hôtel à Juillan, là, qui est devenu une maison de retraite. Quand j'allais le chercher le matin, il fallait être à l'heure. Enfin, moi, j'étais à l'heure. Il était là, devant, avec le sac. Quelqu'un de très attachant, y compris là-dedans, quoi, y compris dans le fait qu'il soit... Je me souviens, il y avait une conférence de presse, et il y avait une journaliste qui lui avait demandé « Est-ce que vous pourriez, comme ça, en quelques mots, nous expliquer ce que c'est le judo ?» Il fait comme ça, puis il fait « Quand là, pas possible, là, possible. Vous pourriez nous en dire un peu plus ?» Il reprend les doigts. « Oui, quand là, pas possible, là, possible. » Terminé. Réponse à la question. Et c'est vrai que le judo, c'est ça. Et que c'est pas s'entêter à attaquer à l'endroit où ça passe pas, quoi. Et ça, c'était à Awazu, ça. Donc, en tant que président aussi d'autres actions plus ou moins significatives, on a toujours eu besoin d'un dojo départemental. Et je dirais, ça me hantait. Et donc j'ai commencé bien sûr à préparer un dossier avec toujours pareil, recenser les besoins, tout ça, voir les politiques, etc. Et c'est très très difficile. Très difficile. Et on a réussi quand même à
avoir quelques subventions. Et au début, comme le maire de Odos était M. Le Foll, qui avait été président du stade au judo, ça a été assez facile de créer cette salle dont on avait fait au début la salle départementale. Mais bien sûr, c'était un seul tatami, donc c'était relativement petit, on s'y bousculait, mais ça quand même, sur le moment, ça nous a un peu aidé, puisque c'était, mais déjà, avoir une salle avec des douches, à l'époque, c'était important, et des vestiaires et tout. Donc la première salle de mon époque, donc, pour le comité départemental, c'était là. Et dans quelle année ça c'est une bonne question, l'année... Je dois dire oui, on est toujours dans les 91 par là, puisque j'étais instit à Odos en 88, et c'était quand j'étais instit à Odos. Dans les dizaines, hein, ouais, c'est ça, absolument. Et donc ensuite, ce dojo départemental, comment dirais-je, il devenait de plus en plus nécessaire de le faire. Et là, je dois dire c'est Gilles Amonique de Lucin Sauveur qui a été le promoteur d'une action. Il ne faut pas avoir peur de le dire, et il avait vraiment bien bossé, puisqu'on a fait quand même un truc unique, avec la présidente de l'US qui était Martine Faugère. C'est eux qui ont été à l'initiative, alors bien sûr qu'après on a, je ne vais pas dire récupéré, mais qu'on a alimenté, qu'on a fait fonctionner, qui a été le Tour des Hautes-Pyrénées, les judokas ceinture les Hautes-Pyrénées, ou un truc comme ça, on avait appelé ça, et qui consistait tout simplement en un rallye pendant 24 heures, un relais plutôt qu'un rallye, pardonnez-moi, un relais où jour et nuit, les judokas se donnaient un témoin, tous les kilomètres étaient marqués et chaque judoka faisait 1 kilomètre. On était parti d'abord d'un entraînement au pic du Midi, sur la terrasse, et c'était assez joli d'ailleurs, on a des photos et un film là-dessus, entraînement à 2800 mètres sur la terrasse du pic du Midi, ensuite on est descendu je crois que c'est à Barège, ou à Luce, qui était le point de départ de notre relais. Je ne me souviens plus du détail, mais vous voyez bien, Luce, Lourdes. Et donc chaque judoka courait, il y avait des points de rendez-vous, tout ça, il y avait bien sûr tout ce qu'il fallait au niveau, il y avait des tentes pour s'alimenter, etc. C'était aussi la fête. Moi je me souviens qu'à l'époque à Tri, c'était tout près de Tri, à minuit le soir, où il y avait tout le groupe d'enfants qui était là, avec les parents et tout. Et chaque judoka faisait son kilomètre, et donc la nuit aussi, jusqu'au petit matin. Et au petit matin, arrivait, c'était très bien pensé, à midi, j'avais fait l'avant-dernier relais et j'avais laissé Louis Combe faire le dernier en tant que le plus haut gradé du département. Donc c'est lui qui avait fait le dernier kilomètre, arrivé devant la préfecture, et dans ce témoin qui était un rouleau en bambou, il y avait un discours que j'ai lu à l'intention bien sûr de toutes les autorités administratives. Alors c'est vrai que les renseignements généraux, tout ça, la police se demandait un peu quoi faire, parce que quelque part on n'était pas trop des terroristes, vu que les 200 ou 300 derniers qui couraient, c'était plutôt des enfants d'une dizaine d'années, donc c'était assez joli d'avoir cette troupe qui arrive devant la préfecture. Le discours, il y avait même des fleurs pour madame le préfet, donc vous voyez ce que je veux dire, et donc j'avais lu ce discours, qui, je crois, avait quand même sensibilisé, parce que ça, tout le monde en parlait après. Et il fallait que bien sûr, que les édiles départementaux, il fallait un peu choquer, quoi. Et j'avais aussi, d'ailleurs, à l'occasion aussi, lu un hommage à Bernard Midan, ce jour-là. Parce que c'était quelque part, il fallait bien montrer que dans les Hautes-Pyrénées, il y a toujours eu des personnages d'exception. Et lui, c'était un personnage d'exception. J'ai eu la chance, justement, quand j'étais au collège des Ceintures Noires, de le rencontrer, parce que Bernard Midan, il est né à Luce, et comme il me disait, moi j'ai fait l'université de la montagne, qui est une belle expression, il était berger. Et je me souviens être allé le voir, il avait fini ses jours à Antibes, et il avait toujours 2 chèvres à Antibes, et le soir, il sifflait ses chèvres pour les rentrer, et on avait passé un moment absolument inoubliable. Et Bernard Midan, donc pour le resituer, c'est lui qui a fait émerger, qui a créé, pas créé le code moral, puisqu'il existait, c'est le code moral des samouraïs, mais qu'il a adapté au judoka. Et je l'ai fait venir ici, où il nous en a donné la primeur. Je peux dire que les premiers qui ont entendu le code moral en France, ce sont les judokas des Hautes-Pyrénées. Il avait peut-être fait quelques répétitions chez lui, mais sinon la présentation, comme ça, c'était semi-officieux. Il l'avait fait ici, et je me souviens, là aussi j'ai quelques anecdotes, il y avait plein de judokas, ceinture noire, je me souviens, et
il s'adresse à un moment donné à un, il lui dit à qui allait la mobilette là qui fait du bruit? Et là il se lève, à moi, il fait c'est embêtant pour toi. T'es ceinture noire depuis, alors il lui dit le jeune, là tout récemment, il devait avoir 16 ans quoi, 17 ans. Ah oui mais tu sais, quand on est ceinture noire, tous les petits te regardent maintenant, t'es un exemple. Alors, il était un peu embêté le jeune là, avec tout debout là, c'est qu'est-ce qui m'arrive? Oui t'es un exemple, et oui ils te regardent tous. Hein. Alors tu sais ce que tu vas devoir faire? Il faut que tu remettes un pot d'échappement à ta mobilette. Il lui avait dit, et j'avais trouvé ça fabuleux. Et le petit faisait oui avec la tête, là le jeune ado, et il a remis un pot d'échappement à sa mobilette. Il lui faisait comprendre le code moral à sa façon, quoi. Quelque part, en tant qu'image, on est ceinture noire, et c'est vrai, on est ceinture noire, on n'est plus comme les autres. C'est un peu idiot à dire, nous on le sait, mais voilà, les petits ils regardent cette ceinture noire. Et donc, je me souviens, c'est quelqu'un d'assez fabuleux, Bernard Midan. De temps en temps, il parlait en patois. Quand il était ici, il était content de parler un peu patois. Et voilà, je me souviens, il avait l'âge de mon père. Il était né en 1918, Bernard Midan. Donc c'est quelqu'un qui a marqué le judo. Il ne faut pas oublier, je ne sais pas si d'autres le diront, mais sinon dans son histoire, il a connu le judo, lui, par le service militaire. À Antibes, il y avait l'école nationale des sports, et comme il avait la vigueur des montagnards des Pyrénées, il a vite été sélectionné pour faire du sport, quoi. Et école des sports de combat. Et là, il rencontre le judo, et il ne va plus jamais lâcher le judo. C'est-à-dire qu'ensuite, il était vraiment dans les précurseurs, il s'est installé à Lyon, et le club de Lyon a été, bien sûr, longtemps après, c'était un club où il y avait 1000 licenciés. 1000 licenciés. Et il me racontait que le premier dojo qu'il a mis en place à Lyon, c'était quand il y a eu la fermeture des maisons closes. Et sa femme faisait des kimonos dans des draps, et lui, il avait une remorque avec de la sciure et avec une bâche. Il a commencé le judo comme ça, à Lyon. C'était après, bien sûr, techniquement, c'était un fabuleux monsieur, quoi. Et lui, même à 70 ans, échauffement, il disait à quelqu'un, tiens, on va faire le no-kata. Il faisait, tu fais tori, je vais chuter, là, je vais faire rouquet. À 70 ans. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Exceptionnel dans le cœur, dans la façon qu'il avait, dans son humanisme, quoi. Et dans aussi la fierté. La fierté, la juste fierté qu'il fallait avoir. Il me racontait comment, quand il y avait la transhumance, quand il traversait un village, comment il fallait que le troupeau soit bien agencé, les chiens, la cape, le béret, traverse le village, attention, hein. C'était pas du n'importe quoi, hein. C'était pas, comme aujourd'hui, c'était pas le camion, là, hein. Et on regardait le berger, là, qui passait à travers le village. C'était pas un gaillard, hein. C'était un monsieur assez mince, même, mais il avait cette terre-là qui... Enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui a marqué beaucoup, beaucoup le département. Il était du village de Villenave, Bernard Midan. Et donc j'étais à l'occasion, après, aller inaugurer la salle Bernard Midan, là-bas. J'ai une autre anecdote qui me vient à l'esprit, et qui s'est déroulée ici, même, à cet endroit. Je ne sais pas si c'était cette table, lorsque j'étais président. Je me souviens avoir entendu, en écoutant l'interview de M. Loncan, il parlait de tempérament. Bien, lorsque j'étais président du comité, j'étais président et j'avais des personnes qui avaient du tempérament et qui avaient toutes 20 ans de plus que moi. C'est assez facile, puisque quelque part, que ce soit Jean Cazaux-Debat qui a plus de 90, Louis Combes dans ces eaux-là, et il y avait un troisième personnage qui avait aussi du tempérament, c'est Christian Lyon. Christian Lyon, on n'a pas parlé, commissaire divisionnaire, arrive à Tarbes, et j'étais président, et il me fait très vite, il cherche à me rencontrer. Moi j'étais content, et puis j'apprends qu'il était ceinture noire deuxième dan, et qu'il était le patron du judo dans la police. Parce qu'il y a des championnats de France, de la police française, c'est lui le patron du judo à la police. Oups là. Je me suis dit, ce bonhomme-là, c'est intéressant de l'avoir avec soi, quoi. Et donc, bien sûr, il est rentré au comité, il a fonctionné avec moi, enfin avec le comité, et lui, il était au Judo Club Tarbais. Et, alors, voyez un peu les personnages, Jean Cazaux-Debat au PAM, gros club,
il n'y avait plus Claude Loncan au Stadeau. Le Stadeau était un club, fonctionnait bien, mais c'était plus le même club. Donc je dis bien Jean Cazot de Batte, Le Pin, Louis Combe, Barbazan, Louis Combe qui était en pleine pêche, et Christian Lyon au Club Tarbé. Dans les compétitions, quand il y avait une erreur d'arbitrage, quand il y avait ou qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas sélectionné, moi, le jeune président par rapport à eux, puisque j'avais 20 ans de moins que tous les trois, je peux vous dire que le téléphone, il sonnait, quoi. Et il s'engueulait assez souvent. Comme disait hier Claude Loncan, il y avait du tempérament. Moi, j'en ai eu marre un jour. Et je les ai convoqués chez moi, ici, là, sous cet arbre, là où on parle en ce moment. Je crois que j'avais dû demander un gâteau, j'avais pris un gâteau, le café. Je n'ai pas dû leur dire « arrêtez vos conneries », mais j'ai dû leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils travaillent ensemble. Mais je vous promets que là, ils sont repartis, ils se serraient la main, ils se tapaient sur l'épaule, alors que quand ils sont arrivés, ils ne se parlaient pas. Je me souviens de ça, d'un moment, comme quoi, mais ils étaient tous... Ils aimaient tous tellement leur club, quoi. C'était ça le truc, c'était le sport. Le judo, c'est un sport de compétition, quoi. C'est tout. Et pour eux, c'était la compétition entre les clubs. Donc il n'y avait pas du tout de mauvais esprit, je dirais. C'était qu'ils menaient parfois le truc un peu trop loin, et donc il fallait tout simplement parler un peu avec eux. Je ne vais pas dire que je les ai recadrés, c'est pas vrai. On ne recadre pas ces types-là, pas possible. Je ne recadre pas des 6e dan, des commissaires divisionnaires. Je les ai écoutés, je les ai fait parler. Peut-être que la formation que j'avais, d'accord, de management, tout ça et tout, je crois que sur ce domaine-là, encore une fois, je ne sais pas faire le kimono kata, mais ça, je savais le faire. Et j'ai réussi à ce que, bien sûr, qu'ils se parlent et qu'ils puissent fonctionner ensemble. Je me souviens de ça comme quand même d'un moment assez important, anecdotique mais fort. Et ce sont des gens que, moi, pour qui j'ai un profond respect pour ce qu'ils ont fait, quoi. Et tous, ils ont fait un sacré boulot, quoi. Un sacré boulot. J'ai un autre événement à vous dire. Alors un autre élément dont je voulais parler, qui est à la fois lié avec le fait que j'étais donc j'avais changé de vie professionnelle, que j'avais un institut de formation, mais j'avais toujours des missions pour le judo au niveau national. Et ça se situe à peu près au début, puisque c'était avant la création de l'Europe. Et il y a eu, j'avais eu une idée, c'était celui de jumeler les régions de France avec un pays d'Europe. Et le jumeler, parce que j'avais déjà connu ça, j'avais déjà fait des jumelages avec le rugby à Trie-sur-Baïse, et c'était des trucs qui coûtaient pas trop cher, parce que à partir du moment où on faisait des hébergements dans les familles, finalement, on prend en charge les gens quand ils arrivent, et ils nous prennent en charge quand on y va, et donc il n'y a que le déplacement à prendre en charge. Financièrement. Et donc je me suis dit, là on peut faire un truc sympa avec les pays d'Europe, de la Nouvelle Europe qui se crée, et des régions de France. Et donc pour ce qui nous concerne nous, j'avais jumelé entre guillemets, alors j'avais pas été trop gentil avec la région Midi-Pyrénées, j'avais ramené ça aux Hautes-Pyrénées avec l'Irlande. Et donc c'est ainsi que des judokas irlandais sont venus ici dans les familles, et on était 20 à être allé en Irlande. Alors l'anecdote, c'est que, assez amusante, c'est qu'il y avait eu l'inauguration, en 89, du dojo de Châtellerault. Et c'était Édith Cresson, maire de Châtellerault, et ministre des Affaires européennes à l'époque. Ou des Affaires étrangères, puisque l'Europe était en cours de création. Je me suis dit là, tu vas pouvoir la rencontrer. Donc je m'étais arrangé pour me faire inviter à l'inauguration du dojo de Châtellerault pour lui parler de ça. Alors c'est assez amusant parce que elle était un peu hautaine, et puis donc elle m'avait pris un peu de haut. Donc vous voulez me parler de quoi? Alors je lui expose le truc, alors commence à ouvrir les yeux, ouais. Et puis elle me regarde et me dit mais de toute façon on n'a pas d'argent pour ça. Je la regarde et je fais, je vous demande pas d'argent, je vous informe. Ça vous intéresse pas ce projet? Ah oui, alors elle avait repris un peu le dessus, si, c'est très intéressant. Alors elle m'avait posé une ou deux questions, et je dois dire 1 heure après, puisque le truc avait assez duré, c'est elle qui était revenue vers moi, avec son conseiller. Elle m'a dit, j'ai parlé de votre projet à monsieur, là vous m'avez donné la carte et tout, on va vraiment faire quelque chose pour vous, c'est un très bon projet. Et ce qui fait que finalement, le voyage, on l'avait pas payé, quoi. J'avais eu la subvention, tout ça, pour toutes les régions de France n'avaient pas fonctionné, mais moi je me souviens que c'était revenu à 0 francs pour l'époque, et ça avait été très intéressant parce que dans le cahier des charges je mettais quoi?
hébergement dans les familles obligatoire. Il faut que le petit Tarbé il soit dans une famille irlandaise. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, 2 entraînements de judo ou 3. Bon, on y allait pour ça, mais juste pour se retrouver sur le tatami. Et après, des visites locales, bien sûr, et des visites d'entreprise. Et moi, je me souviens, comme entreprise, on est allé visiter Guinness, et c'était super chouette, quoi, de visiter Guinness à Dublin, et le Trinity College aussi. Enfin, on avait fait c'était très intéressant. Et je me demande si, toujours aujourd'hui, les chambres de commerce de Bilbao et de Chalon-sur-Marne ne sont pas toujours jumelées. Car j'avais fait l'échange entre l'Espagne et Champagne-Ardenne, et là j'y avais participé. Et j'avais mis les chambres de commerce, comme il y a des foires agricoles dans les 2 villes, je les avais mis en rapport, et il y a eu des échanges entre eux. Et il y a eu bien sûr les échanges entre judokas, et ces échanges avaient perduré, je m'y étais intéressé quelques années après, ils se poursuivaient toujours entre les chambres de commerce de Champagne-Ardenne et de Bilbao. Donc c'est des histoires dans l'histoire, tout ça, mais je crois que ceux qui sont allés en Irlande s'en souviennent. On était allés sur le Connemara, non pas le Connemara, sur le Connemara, parce que je me souviens, on chantait la chanson avec du brouillard sur ce bateau. Enfin, c'était assez. Je crois que l'essentiel, c'était que les judokas s'en souviennent. Et pour moi, ça avait été quelque chose d'assez fort, ce truc-là, cette Irlande. Oui, je veux dire, mais c'est relativement anecdotique, j'ai eu, mais si, c'est vrai, c'est en lien avec le judo, quand j'ai changé de vie, donc j'ai eu aussi des formations, j'ai fait de la réinsertion d'athlètes de haut niveau, par exemple. Ça peut paraître assez intéressant, même si ça n'a aucune importance pour le judo dans les Hautes-Pyrénées. Mais il y a un certain nombre de judokas qui ont été insérés dans la vie active, et aujourd'hui, je sais, de très bonnes places, parce que j'ai bossé avec eux, quoi, et que je les ai réinsérés. Et je peux dire aussi que ma collaboratrice dans ma vie professionnelle, c'est une fille qui a été plusieurs fois championne de France de judo, championne d'Europe par équipe, et qui a assuré sa reconversion avec moi, et elle travaille toujours avec moi. Donc c'est une reconversion quand même réussie, puisqu'elle a 51 ans, ou non, un peu plus, 53 ou 54 ans. Donc quelque part... Elle est dans un très bon club de judo. Oui, et je lui ai appris le métier. Et aujourd'hui, elle fonctionne, elle anime des stages, tout ça, elle est totalement autonome. Agnès Philippe, pour ne pas la nommer. Et j'avais aussi fait la reconversion d'un certain nombre d'athlètes, enfin reconversion, j'avais animé des stages pour eux. Donc à l'époque il y avait Cathy Arnaud, c'était Bruno Carabetta, Patrice Rognon, Aline Bataillé, enfin tous ces judokas qui aujourd'hui ont une 50aine d'années, quoi. J'ai fait des formations à l'interview, des formations. C'est arrivé que Jean-Luc Le Rossignol, ça avait dû le marquer, ça. J'avais formé les coachs, pas au judo mais à la communication. Les coachs qui à l'époque pouvaient communiquer. Pourquoi ? Tout simplement pour reprendre les bases de la communication. Il y a des coachs qui hurlaient tout le temps et ça ne servait à rien. Quoi dire, comment le dire, à quel moment du combat le dire. Et donc j'avais fait une formation pour les coachs, comme avait commandé Jean-Luc, et j'avais un peu le stress parce que j'avais quand même Fest, Vial, j'avais des gens comme ça à stage, et je me disais ils vont te cartonner. Et puis finalement, ils avaient été enchantés parce que toujours pareil, je ne m'étais pas mis sur leur domaine à eux. Le domaine technique, j'ai rien c'était eux qui ont tout à m'apprendre. Mais j'étais dans mon domaine à moi. Et je crois que c'est pour ça, quand je vous ai répété 2-3 fois, moi je ne sais pas faire le kime no kata, quelque part il faut rester dans son domaine. Dans le domaine où ce que l'on sait faire, eh bien il faut le faire pour le mieux, mais pas essayer d'aller sur un territoire, parce qu'on ne sera jamais bon, quoi. Je pourrais l'apprendre le kime no kata en une semaine, là, je sais pas, Patrick Lascoumette, il va me l'apprendre, je vais peut-être le faire un peu, mais je vais être nul si je dois le démontrer, quoi. Donc ça sert à rien. Donc je crois que ça pour moi aussi c'est important, quoi. Rester plutôt travailler ce que l'on sait faire, travailler ses points forts. Voilà, être dans des domaines où là on peut exceller, quoi. Plus généralement, moi il y a un mot qui m'a toujours accompagné, c'est la transmission. Et la transmission, mais
Alors je dirais la transmission pédagogique. Quelque part, et ça n'offusquera pas si je dis du bien de lui, mais je crois que je ne me suis pas trompé. Je ne sais pas si j'ai choisi ou si c'est le hasard qui l'a fait, quand Patrick Lascoumette il a pris la suite. Parce que quelque part, la preuve, hein, ça a très bien marché, quoi. Et puis après, il faut voir le parcours qu'il a fait, quoi. Et quelque part, il me disait que lui, il était un 6e de transition. Hein. Mais ça ne l'a pas empêché d'être au comité acteur de la Fédé, d'être 6e Dan, etc., etc. Ça veut dire qu'après, voilà, les choses elles se font, quoi. Et je crois que ça, c'est parce qu'il y a plein de personnes qui lui ont transmis. Certains lui ont transmis la connaissance du judo. Moi, peut-être que je lui ai transmis en matière de dirigeant certaines formes d'action, de démarche. Mais pour moi, la transmission, c'est essentiel, quoi. Ce que l'on a, il faut le donner. Si on ne le donne pas, ça se grippe. Je vais terminer par... pour moi, c'est ça, la transmission avec tout ce que ça a d'humanité, quoi. Voilà, donner ce que l'on a. Et plus on avance dans l'âge, plus on pense à ça. Je vais vous terminer avec une image. Mon papa, il est des Ardennes, là-bas en haut. Il est venu ici après la guerre de 40, qu'il a fait, il a été démobilisé ici. Il a rencontré ma maman, etc. Et donc il m'est arrivé d'aller dans les Ardennes, bien sûr, voir sa famille. Et dans le village où il est né, son père avait une usine. Ils appelaient ça la mécanique, l'usine. Elle était alimentée par une chute d'eau. Il y avait un lac, une chute d'eau qui alimentait une roue à aube qui faisait tourner et qui faisait électricité. Et je me souviens y être allé quand j'étais ado. Et la mécanique, bien sûr, elle était en ruine. Et la roue à aube, elle ne tournait plus. Et cette roue à aube, pourquoi elle ne tournait plus? Mais parce que là, une roue à aube, elle tourne pourquoi? Parce qu'elle reçoit de l'eau, elle donne de l'eau. Elle reçoit de l'eau, elle donne de l'eau. Et là, c'est un peu comme en rugby, le beau geste de la passe, quoi. Je reçois le ballon, je le bonifie, je fais la passe, quoi. Et en judo, c'est pareil. Ce que j'ai de bon, je dois le donner. Le donner pour que l'autre, il en profite. Moi, je vais dire un contre-exemple, quoi. Quand les cuisiniers, ils parlent de leurs secrets de cuisine, qu'est-ce qu'on en a à foutre de leurs secrets de cuisine, hein? Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Ça sert à rien d'avoir des secrets. On les emporte après dans la boîte, les secrets. Je crois qu'il faut, au maximum, faire profiter les gens de ce que l'on sait. S'ils s'en foutent, ils s'en foutent. Des fois, peut-être sur le moment, ça fait rien, mais peut-être qu'on aura semé une graine. Et que cette graine, peut-être qu'elle pousse un moment après. On ne sait pas quand, hein. Peut-être qu'elle poussera jamais. Peut-être qu'un jour, elle pousse. Et pour moi, ça c'est hyper important. Et ne pas hésiter aussi à oser faire les choses. Il faut oser. Dans la vie, on dit, il y a un proverbe qu'on utilise souvent, ne fais pas autrui si vous ne voudrez pas qu'on te fasse. Moi, j'aime pas les mots négatifs. Je préfère le traduire en fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse. Ça me paraît beaucoup plus positif que de ne pas faire. Ne pas faire si je fais rien, hein. Comme ça je ne me mouille pas. Non, je fais pas. Moi je suis plutôt pour oser, pour faire. Vas-y, je fais ci, je fais ça, invite, appelle-le. Voilà, beaucoup plus dans cette démarche positive. Et je crois que c'est comme en judo, vas-y. Bon sang, au lieu de rester crispé, lance-le ton mouvement. Tu te fais contrer, ça fait rien. Je crois beaucoup plus dans cette plutôt oser que sans arrêt être en dedans, quoi. Donc j'avais retenu le mot de M. Loncan, tempérament. C'est un joli mot. On a tous du tempérament. Et donc moi, peut-être que mon tempérament, je l'ai mis voilà, dans la transmission, dans la pédagogie. Et puis voilà, je crois qu'avec l'âge, il y a l'humanisme qui intervient là pour que. Et le judo, on le sent que ça nous manque aujourd'hui, ça, c'est les rencontres. Le judo, c'est un sport où on se tient, quoi. Le judo, en distanciel, j'y crois pas, quoi. Il ne faut pas terminer sur les notes négatives, donc vivement le présentiel pour qu'on se rencontre à nouveau.